Bienvenue dans cette vidéo. On va corriger l'exercice 1 de Thermo, dispositif de chauffage par automoulage solaire. Il s'agit d'un sujet de SI, sujet 2022 de Polynésie. Alors, de quoi s'agit-il comme contexte? Il s'agit d'une fabrication de moules en polyéthylène pour des récupérations d'eau pluviale. Vous avez l'image au début de l'exercice. Et il consiste à une technologie qui n'utilise ni électricité ni énergie fossile, puisqu'on va utiliser l'énergie du soleil qui est envoyée donc, depuis le soleil ici sur des héliostats que l'on voit ici, sorte de miroirs, et qui vont renvoyer les rayons lumineux vers cette cabine dans laquelle il y a un four métallique en rotation et le polyéthylène est dans le four. Alors, donc on a donc les rayons du soleil qui suivent ainsi, qui arrivent sur par exemple cet héliostat et qui sont renvoyés vers le four. On commence tout de suite avec la première question. Il faut indiquer le principal mode de transfert thermique au cours du chauffage. Tout d'abord entre les héliostats et le moule métallique. J'ai extrait ici un peu une phrase de l'énoncé qui indique que les héliostats réfléchissent les rayons lumineux vers la chambre de chauffage où se trouve le moule en rotation. Donc on en déduit qu'il s'agit d'un transfert par rayonnement. Dans cette même question, on veut identifier le mode de transfert d'énergie entre le moule métallique et le polyéthylène. À nouveau, un petit extrait de l'énoncé. La matière recouvre alors toute la surface interne du moule, puisque ce moule est en rotation. Donc on en déduit que le transfert d'énergie se fait par conduction entre le moule et le polyéthylène qui sont en contact. On continue la résolution de l'exercice avec la question 2. Il faut expliquer à l'échelle microscopique les origines de la variation de l'énergie interne du polyéthylène quand on passe de 20 à 200 degrés. Eh bien tout simplement le transfert thermique d'origine rayonnement qui arrive au moule et ensuite par conduction au polyéthylène implique une agitation des molécules et c'est elle qui est à l'origine de la variation de l'énergie interne du polyéthylène. Question 3, il faut rappeler le premier principe de la thermodynamique. Donc on le rappelle ici, il est noté ΔU, c'est-à-dire la variation d'énergie interne, correspond à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur le système, ainsi que la somme des transferts thermiques. Ici, aucune force s'applique à notre système, donc aucun travail résultant. Donc W égale 0, et on en déduit ΔU égale Q. Dans cette même question, il faut en déduire la valeur du transfert thermique Q1 apporté au système pour atteindre la température de fusion du polyéthylène. Alors, maintenant qu'on a déterminé que la variation d'énergie interne correspondait aux échanges thermiques, eh bien, on va pouvoir calculer Q1 qui concerne les transferts thermiques du système. Mais attention, le système, il s'agit bien de l'enceinte métallique, du four, plus du polyéthylène. Donc, quand on veut écrire Q1, on a deux échanges thermiques à prendre en compte. Celui qui concerne le four, donc M, la masse du four, fois C, fois la variation de température, pour atteindre la température de fusion, donc θ fusion moins θ initial. Et il faut ajouter à ça eh bien, la température de changement, l'énergie nécessaire au changement de température du polyéthylène. Donc la masse de polyéthylène, ce sera 25 kg fois la capacité calorifique du polyéthylène et la même variation de température, donc θ fusion moins θi. On va pouvoir faire le détail de ce calcul. Alors, la masse du four, c'est 125 kg. Sa capacité calorifique, c'est 502 joules par kilo. La température de fusion, c'est 140 degrés Celsius. La température initiale, 20 degrés Celsius. Pour la masse de polyéthylène, 25 kg. La capacité calorifique, c'est 1830. Et donc, 140 moins 20, même chose. On obtient Q1 égale
avec deux chiffres significatifs, 13 fois 10 puissance 6 joules. Alors, à la question 4, on passe au transfert thermique nécessaire à la fusion. On a atteint les 140 degrés de température de fusion, donc maintenant il faut une énergie pour faire fondre ce polyéthylène. C'est cette énergie qu'on va appeler Q2, et la formule appliquée, c'est la masse de polyéthylène fois la capacité, l'énergie massique de fusion du polyéthylène, qui est notée L. L, fusion. Donc attention dans les données, puisque nous, notre masse, elle est en kilos, mais la capacité, l'énergie massique de fusion du polyéthylène est donnée en kilojoules par kilo. Donc on n'oublie pas de multiplier par 2 puissance 3, donc 290 fois 10 puissance 3 pour obtenir un résultat en joules qui puisse être comparé à ce qu'on a déjà calculé. Donc là, on obtient 7,3 10 puissance 6 joules. La question 5 est un petit peu plus difficile puisque on peut la repérer facilement. C'est une question où on voit cette phrase: le candidat est invité à prendre des initiatives, notamment sur les valeurs numériques éventuellement manquantes, et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. Donc en général, cette question nécessite plusieurs compétences et il faut dans tous les cas essayer de faire quelque chose puisque on vous dit bien que tout sera pris en compte. Alors pour ça, on a une durée à déterminer, la durée totale du cycle de chauffage. Dans cette durée totale, il faut prendre en compte le temps de chauffage du polyéthylène jusqu'à sa température de fusion, y compris pour le four puis le polyéthylène, l'énergie nécessaire pour la fusion du polyéthylène à 140 degrés, et ensuite, puisqu'on atteint 200 degrés au final, il faut passer de 140 à 200 degrés. Donc on a finalement trois phases. On a le Q1 qu'on a déjà calculé, le transfert d'énergie Q1 de 20 degrés jusqu'à 140 degrés pour le four et le polyéthylène. On a Q2 pour la fusion qu'on a déjà calculé également. Et on a Q3 pour atteindre les 200 degrés. Alors, maintenant, on connaît aussi la puissance de l'ensemble des héliostats. Donc, puissance, c'est l'énergie par unité de temps, par delta T. Et donc là, c'est le delta T que l'on cherche. Et le E qu'on a ici, c'est bien sûr toute l'énergie qu'il a fallu transmettre pour avoir notre polyéthylène à l'état liquide pour pouvoir être réparti dans tout le monde. Donc finalement, pour calculer delta T, eh bien, on va prendre Q1 plus Q2 plus Q3 divisé par la puissance qui nous est fournie. Alors j'ai détaillé le détail, enfin, j'ai mis le détail du calcul ici. Donc on voit le Q1 qu'on avait déterminé, 13 fois 10 puissance 6 plus 7,3 fois 10 puissance 6 pour Q2, et puis le détail pour Q3, je vous le disais, donc pour passer de 140 degrés à 200 degrés, à la fois pour la partie métallique du four et pour le polyéthylène qui est contenu à l'intérieur. Et on divise par la puissance de l'ensemble des héliostats. Donc voilà ce que ça donne en détail du calcul. Et le résultat, ça nous donne 1,1 fois 10 puissance 3 secondes, que l'on convertit en minutes. Ça nous fait 18,6 minutes. Voilà pour cette question 5. On peut donc passer à la 6. Et dans la 6, on nous demande de commenter cette durée delta T totale en discutant de l'origine possible des écarts avec celle fournie par la notice technique du système. Et bien dans la notice, on voit que le temps nécessaire était de 45 minutes. Ici, on trouve moins de deux fois ce résultat, 45 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses dans notre modèle qui ont été simplifiées, et notamment les échanges avec l'air, puisque ce four il est en contact avec l'air, et les échanges, les pertes en quelque sorte d'énergie thermique vers l'environnement n'ont pas été prises en compte. Et donc elles sont non négligeables
contrairement à ce qu'on avait supposé au début de cette étude. Voilà, j'espère que cet exercice a été clair et je vous dis à bientôt pour une prochaine correction.